Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, une trentaine d'infrastructures à réaliser en 8 mois pour accueillir la fête de l'indépendance à Tenkodogo en décembre prochain. Le lancement des travaux est intervenu hier par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Le chemin de croix du Vendredi Saint a pris des tournures d'hommage à la plus célèbre des cathédrales, Notre-Dame de Paris, qui a été ravagée lundi dernier par un incendie. Lancement hier à Tenkodogo des travaux des infrastructures du 11 décembre 2019. Plusieurs types d'infrastructures comme la salle polyvalente, le stade régional, les routes bitumées, le siège de la RTB2 Centre-Est et les logements seront réalisés au cours des prochains mois. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale a lancé les travaux. Roger Bebamba Amadou Ardo Diko. Cette trentaine d'infrastructures socio-économiques, éducatives, sportives et de communication seront réalisées grâce au financement de l'État et de ses partenaires à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Mais la fête du 11 décembre à Tenkodogo intègre des innovations et le ministre d'État Sawadogo rassure sur le temps d'exécution des travaux lorsqu'on sait qu'on est à 8 mois de la célébration officielle de cette fête nationale. Ce que nous avons ici à Tenkodogo, c'est d'abord cette volonté commune des fils et filles de la région qui se sont appropriés le 11 décembre et qui eux-mêmes font des réalisations qui vont rentrer en complément des investissements de l'État et de ses partenaires. Si bien que généralement, on se retrouve entre 25 et 26 milliards d'investissements dans les autres régions. Mais ici, on est dans les 30 milliards et on est sûr même qu'on va dépasser. C'est beaucoup de réalisations qui vont être faites dans la province du Kouritenga, dans la province du Koulpelgo et dans la province du Boulgoy et particulièrement dans la ville de Tenkodogo. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour le temps. Comme d'habitude, nous commençons maintenant et c'est un grand travail qui va se passer. Dans tous les cas de figure, les ressortissants de la région du Centre-Est se réjouissent déjà de l'embellie à venir. C'est un développement que ça va apporter à la population de Tenkodogo et celle de la région du Centre-Est. Parce que vous savez qu'il y aura beaucoup d'infrastructures qui seront construites, et à commencer par la salle polyvalente, le terrain omnisport et les cités forces vives. Et au niveau de Tenkodogo, ça va augmenter l'économie. Et cela va apporter aussi la main d'œuvre au sein de la jeunesse de Tenkodogo. Nous avons vu qu'il y aura au moins 30 milliards de francs CFA que le gouvernement va mobiliser. C'est important. Les travaux seront réalisés dans les 3 provinces qui composent donc la région du Centre-Est. Et du coup, nous pensons que c'est une opportunité pour quand même cette région, qui est une région qui compte en termes de potentiel socio-économique pour l'ensemble du Burkina Faso. Les représentants des institutions partenaires telles la LONABE, la CNSS, l'ONIA et la SONABEL étaient présents à Tenkodogo pour réaffirmer leur engagement pour la réussite de cette fête nationale. L'un des défis majeurs de la célébration du 11 décembre à Tenkodogo est l'achèvement du siège de la RTB2 Centre-Est. Le bâtiment commence à sortir de terre et pourtant tous les financements ne sont pas acquis. La réalisation de la RTB2 Centre-Est devrait coûter plus d'1 milliard, 80 millions de francs CFA. Roger Bebamba Amadou Ardo Diko. Si RTB2 voit le jour à Tenkodogo, ça veut dire qu'on aura assez d'émissions pour éduquer surtout nos jeunes et puis éduquer la population. La construction de la RTB, c'est une bonne chose puisque ça va nous permettre d'être toujours aux aguets de l'actualité, d'être toujours informés à temps. Ce micro-trottoir laisse percevoir la forte demande de l'implantation de la chaîne nationale à Tenkodogo. À côté de ce souhait, l'acquisition du financement est l'autre paire de manches. Actuellement, le dossier se trouve au niveau donc, du secrétariat permanent le 11 décembre. Et nous pensons peut-être que si tout va bien, si ce que nous avons prévu s'avère réalisable, nous allons pouvoir construire réellement le bâtiment plus son équipement. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est un dossier assez technique qui requiert la collaboration, le partenariat avec un certain nombre d'acteurs.
avec un certain nombre de structures. Et je crois que la question est prise au sérieux, au plus haut niveau. Le directeur général de la RTB situe la pertinence du projet qui consiste à rapprocher plus la chaîne nationale des populations. Nous espérons avoir surtout les moyens le plus rapidement possible parce que vous savez qu'en télévision, après avoir réalisé les infrastructures, il faut produire. Donc nous devons commencer à tourner des documentaires, à tourner des émissions pour qu'au lancement, on puisse proposer une grille des programmes alléchants pour les populations de la région. La radio et la télévision ont toujours été de puissants médias pour impulser le développement. Et le contexte sécuritaire actuel est tel qu'il faut communiquer permanemment avec les populations, il faut communiquer dans leur langue locale et c'est ça l'objectif des RTB2. Situé au secteur 1 de la ville de Tenkodogo, le bâtiment est déjà au niveau des pentes, soit à 70% de réalisation. Ce bâtiment au finish devrait être un centre complet de production audiovisuelle. Il sera équipé d'une salle de rédaction, des studios et des régies télé-radio et des bureaux pour les agents. L'élégance institutionnelle voudrait bien qu'on finance la RTB2 Centre-Est pour qu'elle remplisse sa mission de service public qui consiste à informer, éduquer et sensibiliser 1 400 000 citoyens burkinabés de la région du Centre-Est. L'autre volet de l'actualité nationale, c'est la poursuite de la visite du ministre des Affaires étrangères et de la coopération en Chine. Alpha Bari s'est rendu à Shenzhen, ville située au sud-est de Pékin, la capitale. Elle abrite l'une des fiertés de la Chine, l'entreprise Huawei, une géante de la technologie chargée de l'exécution du projet Smart Burkina. Reportage de notre envoyé spécial, Draman Dadian. Tapis rouge au chef de la diplomatie burkinabé. Alpha Bari à la découverte des merveilles de Huawei ici à Shenzhen. Spécialiste du numérique, de l'intelligence artificielle, ce géant de la technologie chinoise est chargé de la concrétisation du projet Smart Burkina. Projet phare retenu à l'occasion de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Huawei, c'est le numéro 1 mondial, donc il n'y a pas de débat à ce niveau sur ses capacités à être performante et également à être une société de pointe pour nous aider au niveau de certaines applications ou de certaines fonctionnalités comme la sécurité. Donc ça c'est connu et Huawei a développé le concept de Safe City. Safe City qui est un concept permettant donc d'installer des caméras un peu partout dans une ville et de faire en sorte d'avoir toutes les informations en temps réel. Sécurité oblige. Ce partenariat avec Huawei permettra d'installer progressivement des caméras de surveillance dans les centres urbains, mais aussi dans les principaux axes routiers du Burkina. Huawei assure déjà l'exécution de la première phase du projet Backbone, la fibre optique haute gamme pour une meilleure connectivité, car le Burkina veut faire de la technologie le moteur de son développement. Le monde au bout du clic. Les regards seront tournés la semaine prochaine vers Gawa où se tiendra la 21e journée nationale du paysan. Une GMP qui va rassembler des milliers d'acteurs du monde rural. Une nouvelle occasion pour le gouvernement et les producteurs d'évoquer les défis de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité. À moins d'une semaine de la rencontre, le comité d'organisation a fait le point des préparatifs. Roger Cam, Ernest Kambiré. C'est une conférence de presse voulue par le Comité national d'organisation de la 21e édition de la Journée nationale du paysan pour faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs à jour J-6. Et pour donner le maximum d'informations sur les préparatifs de cette manifestation dédiée au monde paysan, 4 ministres en charge des questions du développement rural. Concernant l'état d'avancement des travaux, les aménagements sont en cours au lycée Bafoudier de Gawa pour l'installation des tribunes, des chapiteaux et des stands d'exposition devant abriter la cérémonie officielle et l'entretien direct avec le chef de l'État et la foire agro-silvo-pastorale. Les mesures sécuritaires et sanitaires sont prises pour un meilleur déroulement de l'événement. Au plan de la mobilisation, les acteurs sont à pied d'œuvre pour la participation de 80 producteurs par région.
soit 1040 producteurs au total. Cette année, autour du chef de l'État, les acteurs vont échanger sur la problématique de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité afin de proposer des solutions pour le développement du secteur. Gawa 2019 verra les innovations envisagées se concrétiser. Le format, le caractère biennal et la nécessité de procéder à des réalisations d'infrastructures de stockage, de transformation, la construction d'ouvrages hydrauliques, d'assainissement, d'eau potable et la création ou l'aménagement de forêts, d'espaces pastoraux dans la région d'accueil de la JNP seront confirmés. Cette année, en marge des ateliers sectoriels sur le thème, le programme prévoit le lancement officiel du programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans la région. Nous ouvrons à présent une grande page éducation, à commencer par ce torchon qui brûle entre le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES et certains enseignants. Le CAMES reproche à des professeurs agrégés du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo des manquements aux règles d'éthique qui gouvernent l'institution. Des convocations devant la commission d'éthique sont loin de satisfaire les mises en cause et leurs avocats qui ont organisé hier une conférence de presse à Ouagadougou. Urbain Sommet, Zoubaviel, David Dabiré. 5 enseignants d'université de la sous-région sont convoqués devant le conseil de discipline du CAMES en ce mois d'avril. Selon le dossier d'accusation, l'organisation leur reproche un manquement aux règles d'éthique qui la gouvernent. À cette conférence de presse, les avocats des mises en cause reviennent sur l'origine des faits et dénoncent la procédure à l'encontre de leurs clients. Tous des professeurs de rang agrégé, professeurs agrégés des facultés, pour les entendre au sujet d'allégations de manquement à leurs devoirs éthiques portés contre eux par des collègues qui sont de rang inférieur. Ça, c'est une raison particulière et un des aspects de ce dossier. Ces collègues leur reprochent de les avoir empêchés d'accéder au statut d'agrégation ou d'agrégé. L'ensemble des professeurs mis en cause dans ces affaires-là ont dit, à partir du moment où nous n'avons pas les dossiers, à partir du moment où on nous empêche d'entendre ce que nos plaignants disent devant vous, à partir du moment où nous ne pouvons pas entendre ce que les témoins disent contre nous, nous ne pouvons pas vous aider à nous sanctionner. Et pour ces auxiliaires de justice, les méthodes des premiers responsables du CAMES sont aux antipodes du code d'éthique de l'organisation et frisent même le règlement de compte. On ne peut pas éviter de se demander, pas si le CAMES est crédible. Le CAMES est crédible, heureusement. Mais si les responsables de cette procédure-là n'utilisent pas les institutions du CAMES. Peut-être que si ces professeurs-là sont suspendus, eh bien ceux qui se plaignent avanceront. Peut-être. Mais l'enseignement supérieur africain ne peut pas se satisfaire d'une telle comédie. Maître Guy Hervé Kam et ses confrères espèrent une régularisation de la procédure en vue de faire comparaître les 5 enseignants d'université, faute de quoi l'action pourrait se terminer devant des tribunaux. Le rapport annuel de suivi de la mise en œuvre des actions du plan de développement stratégique de l'éducation de base a été jugé satisfaisant par une rencontre qui s'est achevée hier à Ouagadougou. Il s'agit de la mission conjointe des partenaires du MENA qui était un cadre de dialogue regroupant les différents partenaires qui sont l'État, les partenaires techniques et financiers et les partenaires sociaux. Souleymane Sano Ini, Janine Kambiré. Il s'est agi au cours des travaux de la mission conjointe des partenaires du MENA d'examiner l'état de mise en œuvre des activités du plan de développement stratégique de l'éducation de base et des recommandations issues du dialogue précédent. La mission conjointe qui s'est réunie durant 4 jours juge les performances de 2018 satisfaisantes.
Il faut aussi analyser tous ces résultats-là dans le contexte dans lequel le Burkina Faso est. Donc il y a deux défis énormes. Le premier, c'est le défi sécuritaire et le deuxième, c'est la fronde sociale. En analysant donc ces performances dans ces contextes, on pense que quand même il y a de bons efforts qui sont faits, mais il faut continuer à mettre en œuvre donc les recommandations, nouvelles recommandations qui ont été formulées. Mais ce qui est important aussi pour cette mission, c'est que dans 2 ans, donc, le programme prend fin. Il faut déjà commencer à réfléchir, à anticiper pour préparer un nouveau programme. Un programme qui devrait tenir compte des différents pans du système éducatif, c'est-à-dire du préscolaire au secondaire. Et déjà pour 2018, le ministre Ouaro note l'atteinte de la parité à certains niveaux. On avait atteint depuis quelques années la parité grâce à ces efforts-là, la parité au primaire. Et cette année, nous avons atteint la parité au post-primaire. Ça veut dire que les efforts qui ont été faits au niveau du primaire ont un impact sur le post-primaire. Les efforts vont se poursuivre pour que, dans un avenir proche, nous puissions atteindre la parité au secondaire, là où vraiment la situation se dégrade liée au fait que les filles qui arrivent en général au secondaire ont un certain âge, donc c'est l'âge de la puberté. À l'issue de cette mission, il est prévu une aide-mémoire qui est un document qui permettra de suivre la mise en œuvre des actions et sa rédaction interviendra dès lundi. Ce document, une fois consensuel, sera signé entre l'État et les partenaires techniques et financiers le 9 mai prochain. Fin de calvaire pour les 140 élèves et leurs enseignants de l'école primaire de Zamsé dans la commune de Sabou, dans le Boulkemdé. Les 3 classes sous paillotte de cette école ont été normalisées grâce à la coopération avec la Chine. L'école primaire de Zamsé compte désormais 6 salles de classe, des latrines et de l'eau potable. Le complexe a été inauguré hier en présence de l'ambassadeur de Chine au Burkina. Urbain Sommet, Maïmouna Traoré, reportage. Il y a seulement 6 mois de cela, les élèves et enseignants de l'école de Zamsé étaient loin de s'imaginer que leurs conditions d'apprentissage et de travail allaient s'améliorer en si peu de temps. C'est sous ces paillotes, 3 au total, que certains élèves prenaient les cours. Bien avant l'arrivée du ministre et de l'ambassadeur, qui nous ont promis de construire ce bâtiment, nous travaillions dans des conditions un peu difficiles. Nous avions 3 classes sous paillotte et avec 140 élèves, à la merci du vent, du soleil, des reptiles. Le 13 novembre 2018, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, qui y était pour une visite, prend l'engagement de travailler à l'amélioration de leurs conditions de travail. Et en 3 mois, les paillotes sont remplacées par un bâtiment en matériaux définitifs composé de 3 salles de classe, un bureau et un magasin. Le projet a permis de réaliser aussi des latrines et un forage. L'éducation primaire et aussi le problème de la classe salle de sous-paillotte. C'est toujours une préoccupation tenue toujours à cœur du gouvernement burkinabé et aussi du président du Faso lui-même. C'est pour ça qu'on a bien mis la construction des écoles standardisées toujours parmi les priorités de notre coopération. D'ici début juin, nous allons lancer donc, le grand projet pour cette année qui consiste à construire, en plus de ces 2 écoles à 3 classes pour éliminer les paillotes, 100 écoles donc, dans le pays qui vont être construites en 2019 avec un accord de don donc, de la République populaire de Chine de plus de 5 milliards de francs CFA pour que nous puissions donc en 2019 là, bénéficier de 102 écoles construites, donc on va dire 306 salles de classe avec donc 102 forages, des latrines. De bonnes perspectives donc pour le gouvernement burkinabé qui s'est engagé à résorber les 4353 salles de classe sous paillotte répertoriées en 2015 et d'augmenter significativement l'offre éducative. Deuxième rendez-vous au stade du 4 août du Cheikh Abdul Aziz Soré avec les fidèles musulmans. La nuit du grand prêche du guide spirituel a encore mobilisé hier un monde fou. Des prières pour la cohésion sociale, la paix et la sécurité au Burkina ont été dites, de même que des bénédictions faites à l'endroit des fidèles. Ces derniers ont accouru des 4 coins du Burkina, de la sous-région, d'Amérique et d'Europe. Adama Guiti, Draman Guinée. Gradé comble au stade du 4 août. 35 000 places assises, une enceinte débordée. La pelouse est mise à contribution, même l'extérieur. Tous sont venus écouter la bonne nouvelle prêchée par le guide spirituel Cheikh Abdul Aziz Soré.
23h30, le prédicateur fait son entrée. Plusieurs témoignages, le grand prêche démarre. Le cheikh s'attaque au comportement malsain des hommes. L'instabilité du monde d'aujourd'hui ne surprend personne. C'est pourquoi j'ai fait venir mes croyants des 4 coins du monde ici à Ouagadougou pour prier et conseiller les fidèles. Conseiller sur le droit chemin, sur ce que l'être humain doit poser comme acte pour être en phase avec Dieu. Actualité oblige, au cours de cette prière, Allah est appelé au secours du Burkina et de la sous-région. Beaucoup de prières sont faites pour conjurer le mal. Nous avons aussi prié pour la cohésion sociale, la paix et la sécurité au Burkina. Que Dieu éloigne l'esprit du mal du Burkina et de la sous-région. Des bénédictions aussi et surtout pour la satisfaction des vœux des fidèles. Chacun muni d'une bouteille d'eau formule ses vœux et après invocation, l'eau ainsi bénite devient remède, foi des fidèles. Chassé-croisés religieux, puisque les fidèles catholiques ont respecté le chemin de croix du vendredi saint, marquant la passion du Christ. En France, la procession a eu lieu autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La célèbre cathédrale qui a été victime d'un incendie lundi dernier sera au centre de la nouvelle manifestation des Gilets jaunes prévue ce samedi pour la 23e fois. Un chemin de croix un peu spécial en ce vendredi saint à Paris. Une procession a été organisée autour de Notre-Dame, derrière la cathédrale, fermée depuis l'incendie du 15 avril. Exceptionnellement, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, y a participé. Plusieurs centaines de personnes, fidèles catholiques et curieux, ont suivi ce chemin de croix qui relate la passion et la crucifixion de Jésus. La cathédrale Notre-Dame devrait aussi être sujet de toutes les attentions ce samedi, avec la nouvelle mobilisation attendue des Gilets jaunes, dont beaucoup s'indignent alors qu'ils luttent pour leur pouvoir d'achat des sommes astronomiques promises par des grandes fortunes pour la reconstruction de l'église. Mais face aux casseurs, le gouvernement français promet de ne pas se laisser faire. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour éviter les débordements, pour stopper les violences et arrêter les casseurs. Les consignes que nous avons passées aux forces de l'ordre sont claires. Réactivité, mobilité, dispersion systématique des attroupements, interpellation des individus violents. L'île de la Cité, où se trouve la cathédrale, sera entièrement interdite à la manifestation, de même que le périmètre des Champs-Élysées et du palais de l'Élysée. Quant au projet de rassemblement de Gilets jaunes aux abords même de Notre-Dame, cela relève de la pure provocation, estime la préfecture de police. Voilà, Godefroid Bazier, bonjour. Oui, bonjour Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alors je m'excuse de faire irruption dans ton journal. Je suis là. Annoncer mon licenciement, Non, c'est ça? pas du tout. Je suis là pour rendre surtout hommage à une icône de l'audiovisuel burkinabé, un des visages les plus connus du paysage médiatique burkinabé ces 20 dernières années. Un homme de radio, un homme de télé que vous connaissez certainement, mesdames et messieurs, car il est dans votre salon, sur votre petit écran, toutes les semaines depuis de longues années. Un homme, une voix, mais aussi une plume que nous vous invitons à découvrir dans cet élément. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. L'Assemblée nationale a donné son feu vert pour le relèvement de l'âge de la retraite des agents du privé et du parapublic qui court désormais de 56 à 63 ans. Godefroid, en fait, pour moi, c'est plus que le journaliste que les gens ont l'habitude de voir, je veux dire, ordinaire. Godefroid, il est pour moi une institution, hein. C'est une institution et j'ai commencé pratiquement avec lui et je ne le lui ai jamais dit
mais il m'a appris beaucoup de choses. Sur le plan professionnel, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. À la radio, la présentation, il était parmi les meilleurs présentateurs du journal. Et quand il est venu à la télé aussi, vous voyez qu'il a une très bonne plume. Ça fait que un niveau d'instruction assez élevé qui fait que ces papiers sont assez soutenus. Le travail forcé ou obligatoire existe-t-il toujours au Burkina à l'heure du portable et d'Internet? Pour Simon Compaoré, la catastrophe aurait pu être évitée si les commerçants avaient respecté les consignes. Sauf retard ou accident, un Chinois voyagera demain dans l'espace. Une affiche qui ressemble fort à une rencontre du Calcio Juventus Milan, finale de rêve de la Ligue européenne des champions ce soir à Manchester à 18h45. Un bon présentateur, un bon reporter, surtout un excellent reporter. Mais sur le plateau, pendant le journal, c'est un excellent intervieweur. J'ai entendu quelque part que vous avez fait également la courte échelle aux ex-travailleurs de la compagnie multinationale Air Afrique, la défunte compagnie. Oui. Comment ça s'est passé? Nous regrettons tous l'absence de cette compagnie-là. Pour moi, il y a des périodes Godefroy basées au niveau, n'est-ce pas, de la RTB. Je souhaite qu'il ait quelque chose d'autre à faire pour maintenir sa forme. Quand vous le voyez, vous voyez qu'il a toujours l'aspect jeune. Moi, je ne l'appelle pas Godefroy, je l'appelle Godchou. Godchou. Sois heureux, un journaliste ne part jamais à la retraite. C'est une autre carrière qui commence. Godchou, MM. Voilà, nous venons de faire le tour de l'actualité. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est un hommage plus que mérité pour un homme qui, après plus de 35 ans de service, prend aujourd'hui donc sa retraite. Reporter, vous l'avez entendu, présentateur, mais aussi chargé de communication. Tous ceux qui l'ont côtoyé tout au long de ces 3 dernières décennies ont chacun une anecdote à raconter. Godefroy Bazier, ton talent, ta spontanéité à l'antenne, mais aussi ta capacité à te sortir des situations les plus inconfortables en direct à l'antenne font de toi une école pour les plus jeunes. C'est une grande figure de la RTB qui raccroche aujourd'hui, appelée à faire valoir ses droits à la retraite. Voilà, mais comme l'a dit Yacouba Traoré dans le sujet, un journaliste ne va jamais à la retraite, encore moins quand il est si talentueux. Godefroy Bazier, c'est inédit. Un journaliste qui reste à l'antenne jusqu'à la retraite. Alors, quelle est la réaction, Godefroy? Oui, je suis peut-être dans le livre Guinness des records. Je dis que c'est quand même assez de flatterie. Pour moi, je trouve que j'ai tout simplement fait mon devoir. J'ai aimé ce métier, je l'ai fait avec passion. Je ne me suis jamais reposé. J'ai toujours essayé d'apprendre, de communiquer mes connaissances à mes jeunes frères qui arrivaient après moi. J'ai appris des anciens. Et Yacouba est arrivé à la radio-télévision du Burkina avant moi. Moi, je suis arrivé quelques 10 mois plus tard. Mais c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup enseigné, qui m'a beaucoup appris et qui a aimé partager ses connaissances. Je le remercie beaucoup pour ses mots chaleureux à mon endroit. Et MM, ça veut dire le mot malien. Demandez à Yacouba, il vous dira ce que ça veut dire. Et merci à tous mes confrères qui sont là. Merci à vous qui avez été à mes côtés pendant toutes ces années. Voilà, c'est du tout Godefroy, toujours spontané. Voilà que tout le monde est là pour te rendre hommage. Voilà, standing ovation pour Godefroy Bazier. Non,